Le professeur Étienne Chaumet, donc, va présenter sa méthode critère, dont il est l'auteur, qui permet de mieux gérer les conflits. Il développe l'art de conclure les accords à partir de nos désaccords. Cette méthode articule les compétences de communication vraie et de négociation efficace au sein d'un cadre de droit ajusté. C'est une méthode, une synthèse originale et novatrice des techniques reconnues pour leur efficacité en communication et en négociation. Elle donne ainsi accès aux meilleurs acquis des recherches dans ces domaines en les appliquant d'une manière claire et précise dans nos relations de tous les jours. Le parcours de formation enseignant cette méthode fournit les moyens d'une véritable révolution intérieure et se traduit par des transformations étonnantes dans la vie quotidienne. Alors, M. Étienne Chaumet, belge né en 1965 au Rwanda, est professeur d'université. Formé à l'Université catholique de Louvain, il a une master en sciences politiques et en philosophie. Agrégé et docteur en théologie, formation première d'ingénieur civil, en école polytechnique aussi. Il est le fondateur et responsable de l'école internationale Communique Action, qui développe la méthode critère dans le monde entier, avec plus de 150 animateurs, animatrices, enseignant cette méthode dans les groupes socio-économiques et culturels variés sur 4 continents. Il est également thérapeute, accompagnant des personnes et des couples selon le protocole IFS ou IFIO, il nous dira c'est quoi, et coach en entreprise, donc rompu aux meilleures techniques d'accompagnement au changement. C'est avec très grande joie, au nom de Diocèse Saint-Jean-Longueuil et de la Semaine de la Parole, que nous accueillons M. Étienne Chaumet. Bienvenue parmi nous. À vous la parole. Oui. Merci Colette Beauchemin. Nous allons faire, j'espère, un beau chemin ensemble. J'espère que vous avez pris note de mon WhatsApp. Il y a un livre publié aux éditions ou presses universitaires de Louvain qui présente toute cette méthode. J'ai 45 minutes pour vous conduire. Nous allons prendre un hélicoptère. Mon objectif, c'est de vous donner envie, en tout cas tous ceux qui sont au Canada, de venir suivre les formations que je vais donner début mai au Canada en présentiel, en particulier le samedi 9 mai. Et donc, il y a quelque chose de frustrant dans le fait d'être en hélicoptère, c'est que ça va aller vite et qu'on ne va pas faire des exercices en profondeur, déguster, savourer chaque point du domaine. On va regarder le domaine à partir d'un hélicoptère. L'avantage, c'est quand même d'avoir une vue d'ensemble et de se dire, ah, ben donc, il y a ça dans ce domaine, ça m'intéresse. Il y a pour moi trois sources de conflits. La première planète, parce que je parle de trois planètes différentes qui fonctionnent avec des lois très différentes. La première planète est celle de l'organisation du groupe. Quand le groupe est mal organisé, que les structures sont déficientes, il va y avoir beaucoup d'abus de pouvoir, il va y avoir la loi de la jungle. C'est un premier niveau de difficulté entre les humains, l'arbitraire et les injustices. Un deuxième niveau de problème, ce sont nos vécus. Et là, ça ne manque pas. Il suffit d'avoir une seule personne pour déjà avoir un conflit. Il suffit qu'en moi, il y a une part de moi qui souhaite ceci et une autre qui souhaite cela pour qu'il y ait déjà conflit à l'intérieur de moi. Donc, dans tous nos conflits, il y a la composante humaine. C'est la deuxième planète. Il y a une troisième planète, source de conflit, qui est la compétition et la rivalité. Entre les humains, c'est incontournable. Et le réflexe, quand il y a une pénurie, c'est que chacun tire de son côté du mieux qu'il peut pour avoir un maximum. Chacun joue cavalier seul. Et les études ont très clairement démontré, et c'est démontré scientifiquement, que quand chacun tire de son côté, le résultat final, c'est que le gâteau sera moins important. Si on collabore ensemble, le gâteau sera plus important. Trois sources de conflit, trois maladies, trois compétences, trois remèdes. Lorsqu'il y a des structures déficientes, nous avons à utiliser le cadre de droit. Lorsqu'il y a des vécus mal valorisés, dévalorisés, nous avons à développer une communication vraie, sincère et authentique. Lorsqu'il y a des intérêts divergents, c'est l'outil de négociation efficace, c'est-à-dire le processus win-win, gagnant-gagnant, que nous avons à utiliser. Un petit mot pour chacune de ces trois planètes, et commençons par le milieu, la communication vraie. Ce qui fait avancer la communication vraie, c'est l'empathie.
L'empathie permet de comprendre chacun en profondeur et ça permet d'améliorer la relation. Ce qui est important de saisir, c'est que dans la communication vraie, à chacun sa vérité. J'ai raison sans que tu aies tort. Tout simplement parce que chacun a ses propres raisons. Tout l'enjeu, c'est justement de ne pas dévier dans chacun a raison sur l'autre ou raison de l'autre. On est dans le monde de la subjectivité. Plus je suis capable de t'accueillir inconditionnellement dans ta vérité, plus tu vas te sentir compris et plus notre relation sera bonne. Donc, empathie, qu'est-ce que vous entendez par là? Chacun peut peut-être trouver le mot qui lui parle le plus, qui résonne le plus. Moi, dans mon histoire propre, c'est le mot douceur qui me permet d'être dans cette énergie, qui me permet d'être présent avec générosité, gratuité, bonté, amour. On peut trouver bien des mots, bienveillance, compassion. Les mots à la mode aujourd'hui, c'est connexion, présence, capacité à être en lien, en contact avec l'autre, et ça commence par être en contact avec soi-même. Ça, c'est le monde de la communication vraie. Euh, Communiquer se fait d'autant mieux qu'on a éliminé les jeux de pouvoir. Et toute la difficulté est là. C'est qu'en fait, il y a des rapports de force et des jeux de pouvoir qui nous empêchent d'être dans le dialogue sincère et authentique. Et donc, il va falloir éliminer les jeux de pouvoir pour pouvoir être dans la communication vraie. Et il se fait que ce n'est pas l'empathie qui a le pouvoir de désamorcer les jeux de pouvoir. Et nous aurons besoin des deux autres compétences, le cadre de droit et la négociation efficace. Il n'empêche, c'est au niveau de la communication vraie, dans cette connexion d'être humain à être humain, que se font les plus grandes transformations. Et je précise que quand je suis le papa d'un enfant ou quand je suis le patron d'un employé, ce n'est pas l'autorité, le pouvoir hiérarchique qui va m'aider à le comprendre. Au contraire, le pouvoir hiérarchique, souvent, empêche une communication vraie et sincère. Et donc, plus nous avons réussi, au moment où nous commençons un dialogue vrai et sincère, à éliminer les jeux de pouvoir, à éliminer, y compris le pouvoir hiérarchique qui est légitime, plus nous sommes un être humain qui cherche à comprendre un autre être humain, et qui, en le comprenant, aura plus de chances d'être compris par l'autre, et bien plus ce processus de connexion et de communication vraie pourra se faire sainement et en profondeur. Donc, l'essentiel est au milieu dans la communication vraie. Ceci dit, je passe au cadre de droit. On est sur une toute autre planète. Là, justement, il s'agit surtout de ne pas faire fonctionner le cadre de droit sur base de l'empathie, qui est l'énergie propre à la communication vraie. Il s'agit surtout de ne pas faire reposer le cadre de droit sur la miséricorde, le pardon, la confiance, la bonté. Le cadre de droit repose sur la justice. Une règle est bonne quand elle est juste. Et le grand piège du cadre de droit, c'est que ça devient une affaire affective, émotionnelle, personnelle. Un autoritaire personnalise la relation. Tu vas m'obéir. C'est moi qui fais la loi. Il personnalise le cadre de droit. Et c'est ça qui gangrène, qui empêche le cadre de droit de bien fonctionner. Par exemple, si je roule trop vite à 80 km à l'heure sur la route et qu'un policier m'arrête sur le bord de la route, je devais faire du 50 km à l'heure, euh, le problème n'est pas entre lui et moi. Le problème n'est pas entre les personnes. Le problème est entre le code de la route et, à chacun de répondre, le problème n'est pas entre le code de la route et moi-même. Enlevez les personnes lorsque vous travaillez le cadre de droit. Ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire d'organisation du groupe. Donc, le policier m'arrête, c'est un problème entre le code de la route Et et l'acte. mon. On peut enlever mon entre l'acte de conduire à 80 km à l'heure. C'est dépersonnalisé. Le cadre de droit fonctionne d'autant mieux que c'est dépersonnalisé. Il est d'autant plus l'emprise de certains sur d'autres quand c'est un pouvoir de l'un sur l'autre. Et ça sera justement ce qu'il faudra éliminer. Je passe, si ça va pour tout le monde, ça va un peu vite, mais je passe à la négociation efficace. L'énergie qui fait avancer l'énergie efficace, c'est la créativité, la capacité d'innover, d'inventer.
un bon accord, c'est pas moi qui te tape sur l'épaule en bon ami, c'est un accord qui permet de réellement augmenter le gâteau avant de le partager. C'est un art. Je pourrais passer une semaine complète rien que sur cette compétence de la créativité ou rien que sur le cadre de droit. Quand je suis dans une zone de non-droit, euh, je, euh, j'ai particulièrement besoin de développer le cadre de droit. Trois compétences au début dans le parcours que je propose. C'est un parcours en 10 étapes. Nous apprenons à les distinguer. Qu'est-ce qui relève de l'empathie? Qu'est-ce qui relève de l'accueil des personnes? Communication vraie. Voilà ce qu'il faut utiliser, empathie. Par contre, et donc à ce moment-là, il est très contre-productif de recadrer. Si mon enfant vient avec une grande demande, avec un grand désir, avec plein d'émotionnel, en disant ouais, ce week-end je vais sortir, il ne s'agit pas d'abord de recadrer, qui est l'énergie du cadre de droit, et l'énergie d'objectiver. La communication vraie permet la compréhension de chacun, le besoin de chacun, le trésor de chacun. Le cadre de droit permet d'objectiver et de connaître la vérité de la situation, ce qui est juste. Et la négociation efficace permet de décider ensemble. Comprendre, communication vraie, objectiver, cadre de droit, décider, négociation efficace sont trois opérations qu'il s'agit de soigneusement distinguer. Et c'est seulement quand on les aura pleinement distinguées qu'on pourra les réarticuler. La méthode critère, c'est 7 étapes. Je ne vais pas longuement développer le sens de chaque étape, parce que je n'ai que 45 minutes. Juste vous dire que le C et le R de critères, ce sont tous les préalables dont nous avons besoin pour arriver à un dialogue vrai, sincère, authentique. L'essentiel se fait dans le I, voilà pourquoi je l'ai mis en évidence, et même dans l'intelligence émotionnelle qui permet de vraiment descendre à l'intérieur de chacun dans ses motivations profondes, dans ses intentions positives, dans ses fondements, dans ses valeurs, dans ses besoins. Allons voir rapidement le C de critères. Le C et le R, vous voyez, relèvent plutôt du cadre de droit. Souvent, nous avons un schéma en 2 termes. Quand il y a conflit, ça ne va pas. Quand il n'y a pas conflit, ça va bien. Vous pouvez modifier ce schéma, le faire passer en 3 termes. Conflit évité, à droite. Conflit mal géré, à gauche. Conflit bien géré, au milieu. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir poser nos conflits pour justement échapper à la violence et au rapport de force. Le conflit n'est pas violence, je suppose que certains parmi vous sont très familiers de cela. L'art de vivre ensemble, ce n'est pas l'art d'éviter le conflit, c'est l'art d'éviter la violence dans nos conflits. C'est le sens de cette ligne verticale qu'il y a entre le conflit qui conduit à la violence et le conflit bien géré qui fait avancer. Je vais assez vite sur cette partie. Le premier outil que je donne, c'est l'art du temps de qualité. Nous pouvons être en désaccord sur tout, à condition d'être d'accord sur ce que l'on fait quand nous ne sommes pas d'accord. Donc cette présentation est enregistrée. Si vous voulez, vous pourrez la réécouter et vous réécouter cette phrase. Mais donc l'enjeu c'est vraiment d'avoir de manière régulière un temps de qualité avec chaque personne importante dans ma vie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Avoir ce temps de qualité où on a vraiment du temps, de l'espace, on est calme, on est reposé et on peut vraiment s'écouter jusqu'au bout. Et c'est ce qui permet, ce temps de qualité, de pouvoir faire stop quand ce n'est pas le meilleur moment, quand ce n'est pas le meilleur endroit, quand ce n'est pas avec la bonne personne que je dois aborder ce sujet. Donc, l'art d'avoir un temps de qualité où on ose aborder les choses délicates pour que, en dehors de ce temps de qualité, on puisse reporter le dialogue au bon moment, au bon endroit. C'est un peu comme de l'essence de voiture. Les ingénieurs ont mis au point une chambre de combustion. C'est assez génial. La chambre de combustion à l'intérieur d'un moteur de voiture permet de mettre le feu à l'essence. C'est hyper dangereux de mettre le feu à l'essence. Mais là, nous avons réussi à apprivoiser l'étincelle et à canaliser l'énergie produite pour que les roues de la voiture nous fassent avancer. Le conflit est exactement dans ce rôle-là. Chaque fois qu'il y a une divergence, nous sommes invités à vivre un processus de nous écouter
de prendre plus de temps ensemble pour que de cette différence naisse une complémentarité. Le slogan est joli, l'enjeu c'est de trouver les techniques et les moyens concrets pour y arriver. Et donc, je fais une longue introduction aux étapes 1, 2, 3 du parcours pour éliminer tout pouvoir de moi sur toi, mais aussi de toi sur moi. Et pour apprendre à jongler, il nous faut passer d'abord par l'étape d'apprendre à jongler avec 2 balles. Vous n'y arrivez pas tout de suite avec 3 balles. Moi, j'ai appris à jongler et il m'a fallu un certain temps pour jongler des 2 balles et des 2 mains, des 2 sens. Et donc, sans entrer trop dans le détail, le R de critères, se mettre d'accord sur les règles du jeu, c'est l'art de pouvoir vivre les colonnes 2 et 3, c'est-à-dire une véritable autorité. Là, je suis dans les relations hiérarchiques et une véritable compréhension au niveau des personnes. Distinguer soigneusement le registre des personnes du registre de la justice. Ces 2 registres radicalement distincts, qu'il s'agit de distinguer pour pouvoir ensuite réarticuler. Douceur par rapport aux personnes, mais surtout pas mollesse. Je suis doux, mais pas mou. Doux, c'est la colonne 3. Compréhension, respect des personnes. Mou, c'est la colonne 4. Laisser faire. Et donc, du coup, je subis le pouvoir de l'autre. Je suis sous le pouvoir de l'autre. En colonne 1, c'est j'exerce un pouvoir sur les autres pour qu'ils m'obéissent, pour obtenir des résultats. Je mets la pression sur mes employés, mes subordonnés, mes enfants, pour qu'ils m'obéissent. Et ça, c'est le cadre de droit gangréné par une personnalisation indue, qui n'est pas légitime. L'autorité est juste, c'est-à-dire qu'elle se réfère à la loi. La personne qui fait autorité ne centre en aucune manière sur elle. C'est comme un genou qui est en bonne santé, on ne le remarque pas. On marche sans se rendre compte que l'autorité est en train de nous rendre service. Par contre, un autoritaire, à chaque pas, il se rappelle à votre bon souvenir. Ça grince, le genou grince à chaque pas chez l'autoritaire. Et donc tout l'enjeu, c'est d'éliminer tout pouvoir sûr pour obtenir un pouvoir avec, ça c'est la colonne 3, compréhension. Le pouvoir avec, c'est la connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, de personne à personne. Toi et moi, nous pouvons nous écouter et nous comprendre. Colonne 3. Et l'autorité, c'est la capacité de remplacer toute punition-répression par une sanction réparation. Et nous avons à l'apprendre en tant que parents. Moi, j'ai 4 enfants et au début, j'avais pas appris ce métier de parent. Et donc, j'ai puni mes enfants. C'est-à-dire que j'ai infligé une douleur à mes enfants. Et que pensez-vous qu'ils sont capables de faire? Ils sont tout à fait capables de nous punir. Ils ne pourront pas le dire, ils ne pourront pas employer le mot, mais ils vont nous infliger des douleurs. Donc ça, c'est l'étape 2 du parcours dans les relations hiérarchiques, légitimes. Maintenant, il y a aussi les relations entre personnes qui n'ont pas de rapport hiérarchique. Allons dire que je fais un accident sur le bord de la route, il va y avoir négociation. Et parfois, certains vont utiliser tous les effets de manche, toutes les tactiques de pouvoir pour obtenir davantage. Et tout l'art, c'est d'apprendre à ne pas se laisser contaminer par le jeu de pouvoir sur l'autre. C'est assez compliqué. Je suis belge notamment, puisque je suis né au Rwanda et j'ai la nationalité rwandaise aussi, et je vous parle du Rwanda. Je disais que je suis belge en partie, et que le capitaine Haddock, dans la bande dessinée Tintin, il y a quelque chose de très humoristique avec le sparadrap. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, mais donc il essaye de se débarrasser de son sparadrap, et ce sparadrap revient toujours sur lui. C'est comme ça avec le pouvoir sûr. C'est extrêmement contagieux. C'est comme la peste et le choléra. Et donc, je développe toute une partie du parcours pour apprendre aux gens à ne pas jouer avec le pouvoir sûr. Si je joue avec le pouvoir sûr, je ne pourrai jamais m'en sortir. L'enjeu, c'est d'apprendre un pouvoir pour être juste, un pouvoir pour atteindre les objectifs. Là, nous sommes dans la colonne 2, dans les 2 cas. Et puis un pouvoir avec, et ça, c'est la colonne 3. Et donc, je pourrais donner de nombreux exemples qui vous feraient du bien pour vous dire, ah, d'accord, on peut invoquer le cadre de droit, même dans des situations difficiles. Je vais vous donner un cas d'école. Une personne est en train de réparer une machine dans une exploitation agricole. Elle est à genoux, elle a son portefeuille dans son jeans à l'arrière, dans sa poche arrière. Et quelqu'un, un étranger, trouve une pointe métallique
dans l'outillage et met la pointe contre la nuque de la personne à genoux en lui disant, donne-moi ton portefeuille. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Que représente le cadre de droit, la loi qui est censée nous protéger dans ce cas-là? Pas grand-chose, parce que le prédateur s'arrange toujours pour isoler sa victime et mettre la main dessus, avec emprise. C'est ce que fait cet homme avec la pointe métallique. Eh bien, figurez-vous qu'il y a moyen de s'en sortir. Quand on a appris la créativité, qui est la troisième compétence, euh, eh bien, il y a moyen de s'en sortir. Par exemple, relevez-vous, retournez-vous, et dites à celui qui vous pointe l'arme pointue, euh, dites-lui, je voudrais vérifier une chose. Êtes-vous informé qu'on a installé récemment des caméras qui sont en train d'enregistrer ce que nous disons et ce que nous faisons? Quand vous dites cela, et ça peut être un bluff. Alors, le bluff ne marche qu'une fois. Méfiez-vous de ne pas le répéter, mais ça marche une fois. Si vous le dites ainsi, la personne est dans une situation complètement différente. Voyez-vous comment le bargaining power, je présente toutes mes excuses aux Québécois qui n'aiment pas le franglais, mais j'avoue que, comment on dit ça en français, la capacité de négocier change complètement. Une fois que tout ce que nous faisons et disons est enregistré, la justice est là. Un juge pourra condamner cette personne d'avoir voulu voler mon portefeuille. Et ça vous donne le temps nécessaire à pouvoir courir le meilleur 100 mètres que vous avez jamais fait de votre vie pour échapper à son emprise. Je pourrais donner bien d'autres exemples. C'est vraiment un art que nous pouvons apprendre, qui est de ne pas rejoindre l'autre dans son jeu de pouvoir sûr, parce que là, ça sera le plus fort qui va l'emporter. Mais de développer d'autres forces, et ces autres forces, c'est la communication vraie en termes de connexion avec les personnes, le cadre droit en termes de faire appel à la justice des hommes, et plus notre pays est une zone de droit, est un état de droit, mieux ça vaut pour nous, euh, et l'état de droit commence par la famille. Est-ce que ma famille est une famille de droit? Est-ce que notre famille a, tous les dimanches fin d'après-midi par exemple, un temps de qualité où tous les membres de la famille se réunissent en conseil de famille pour pouvoir décider de la loi ensemble, en impliquant chacun. Et pas seulement décider ce qui est autorisé, mais aussi et surtout préciser ce que l'on fait en cas de non-respect de la loi. C'est-à-dire que chacun s'engage à respecter cette loi et s'engage à assumer les conséquences du non-respect. Un mois d'argent de poche, par exemple, pour des enfants, quand ils vont transgresser la loi, ça leur permet de pouvoir être responsables. Et à choisir entre un mois d'argent de poche perdu et s'abstenir du comportement inacceptable, ils vont faire le bon choix. Quand la loi est bien faite, à savoir que celui qui triche, celui qui est corrompu, celui qui vole est sûr d'avoir la sanction, eh bien, les gens ne volent plus. Ça, c'est un cadre de droit bien organisé. Et pour ce qui concerne la négociation efficace, je le rappelle, c'est une force pour atteindre les objectifs en augmentant le gâteau que nous allons ensemble partager. Voilà, ça c'était une introduction générale. C'est les 3 premières séances de mon parcours. Cette présentation, évidemment, est un peu sèche parce qu'il n'y a pas d'échange avec vous. C'est pas mon habitude. D'habitude, je permets les échanges. Il y aura un temps de questions-réponses. Euh, Allons maintenant plonger rapidement dans l'intelligence émotionnelle. Et je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent au Canada sont particulièrement averties, développées dans cette compétence. Donc, je pourrais aller assez vite. Il y a tous les tu qui tuent, les jugements qui dévalorisent et qui expliquent que le problème c'est toi. Hein, tu es égoïste, tu n'arrives pas à être à l'heure, tu comprends pas, tu n'écoutes pas. En gros, le problème c'est toi. Il y a les reproches culpabilisants. Ça c'est encore un peu plus subtil parce que dans ce cas-là, quand je dis tu m'étouffes, tu me fatigues, tu me mets en colère, tu me désespères, je te rends responsable de ce que je ressens. Quand je fais un jugement, je te rends responsable du problème. T'es pas foutu d'être à l'heure. T'as l'art d'être toujours en retard. Et toujours est une manière d'insister, mais c'est une manière tragique, comme nous le voyons dans le parcours. Le jugement rend l'autre coupable du comportement qui pose problème.
Le reproche rend l'autre coupable de ce que je ressens moi-même, alors qu'en fait, le clignotant est sur mon propre tableau de bord. C'est dans mon cœur à moi qu'il y a de la frustration jusqu'à de la colère, il y a de la tristesse jusqu'à de la déprime, il peut y avoir de la peur jusqu'à de la panique. C'est chez moi que le clignotant s'allume, dans mon propre cœur, et au lieu de descendre dans mes entrailles, je vais aller dans ma tête qui va juger ou faire des reproches ou exiger. Ce sont les trois poisons relationnels. Jugement qui dévalorise, reproche qui culpabilise et exigence qui intimide. Et l'enjeu, c'est de traduire tout jugement en besoin non satisfait. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes assez avertis de la communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est une des ressources parmi d'autres. Euh, je rentre pas dans le détail. Les tu qui tuent, les tu klaxons qui peuvent être distribués à longueur de journée, les paroles poison sont une manière tragique de dire notre trésor. Et quand j'ai appris à écouter en moi au bon endroit, c'est-à-dire que quand moi je fais des jugements, quand moi je fais des tu-klaxons, quand moi j'empoisonne la relation par des jugements, reproches, exigences, eh bien je peux apprendre à aller écouter au bon endroit, c'est-à-dire dans mon trésor, dans mon besoin. Et quand j'ai appris à faire ça avec moi, je pourrais le faire quand toi tu m'envoies des tu qui tuent. C'est extraordinaire d'avoir appris cette intelligence émotionnelle qui fait que quand l'autre me dit, ah, tu n'écoutes jamais. Tu n'es pas foutu d'écouter, de pouvoir tout simplement me concentrer sur son besoin d'être écouté. Parce que quelqu'un qui dit tu n'écoutes pas, dit j'ai besoin d'être écouté. Quelqu'un qui dit tu ne comprends pas, dit j'ai besoin d'être compris. Quelqu'un qui dit tu n'es pas juste, dit j'ai besoin d'être de justice, davantage de justice. Il faudrait davantage creuser pour savoir de quoi il s'agit, mais c'est assez simple. J'allais dire le shift, mais ça c'est de l'anglais. Le passage entre tu es incompétent, on peut faire mieux. Tu es d'une incompétence notoire, histoire de renforcer le marteau qui frappe l'autre, ou tout simplement dire, c'est important pour moi que le travail soit bien fait, j'ai besoin de compétences. Passer du tu qui tue au besoin de la personne. Et quand j'ai appris à faire cela à l'intérieur de moi, je vais pouvoir accueillir l'autre, non pas dans ce qu'il dit sur moi, non pas dans ce qu'il dit sur les autres, mais de pouvoir l'écouter dans ce qu'il dit de lui-même, même à travers des paroles poison. Pour cela, il s'agit de pouvoir se désemmaler. L'écharpe relationnelle est connue dans bien des approches. Euh, je crois que c'est celui qui a le plus développé des choses là-dessus. C'est un Français. Allons lui rendre à César, à César, rendons à César ce qui est à César. C'est Jacques Salomé qui a beaucoup travaillé l'écharpe relationnelle. Et donc l'enjeu, c'est que je sois responsable de ce que je te dis. Je ne suis déjà pas responsable de ce que tu comprends de ce que je dis. Je suis responsable de ce que je fais. Or, si je culpabilise l'autre, je vais être même capable d'exploiter ce qu'il fait. Par exemple, ma femme est en retard, tu es en retard, jugement, tu me mets en colère, reproche culpabilisant, tu es responsable de ce que je ressens, et je vais rouler vite, et s'il me fait une remarque, je vais lui renvoyer, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas être en retard. Et donc même ma conduite, mes mains qui sont sur le volant et mon pied qui est sur l'accélérateur et qui conduisent la voiture, je vais lui rendre la culpabilité si on fait un accident. Ça, c'est le poison. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir enlever tous ces nœuds de la relation. Je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense, mais aussi de ce que je ressens. Quand je dis tu m'exaspères, ce n'est pas mon sentiment. Quand je dis je suis exaspéré et que je le relie à mon besoin, j'en prends la responsabilité. Et mon besoin, c'est pas j'ai besoin que tu, c'est j'ai besoin et l'autre disparaît complètement de mon besoin. Ça, c'est le b.a.-ba de l'intelligence émotionnelle. Et une fois que j'ai appris à le faire avec moi-même, dans cette bonne hygiène de m'écouter, non pas dans ma tête qui juge en conflit, mais de descendre quand il y a un clignotant s'allume sur mon tableau de bord. Je suppose que vous connaissez l'image, vous êtes familier de l'image. Donc le tableau de bord, c'est mon cœur. Et comme sur une voiture, il y a des clignotants. S'il manque de l'essence, eh bien ça veut dire que je dois aller mettre de l'essence, tout simplement. Et donc quand je suis en colère, eh bien j'ai allé rejoindre mon besoin. Qui écoutait en premier? Celui qui juge en premier. Si moi je vais très bien et que je suis en pleine forme, euh, et que l'autre arrive avec des jugements, ne pas me laisser piéger, empoisonner, en allant écouter en moi ce que fait ce jugement en moi. Non. Savoir que derrière tout jugement, il y a un besoin non satisfait, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de dire quelque chose de lui-même. Donc, si tu arrives avec des jugements et que moi je vais très bien, je vais pouvoir apprendre à baisser ma tête
à ne pas prendre tes tues en pleine figure et à écouter ton cœur et tes tripes, tes entrailles. C'est là que se trouve le trésor. Mais pour y arriver, c'est-à-dire écouter chez toi, au bon endroit, il s'agira d'apprendre à écouter chez moi d'abord, mettre mon chapeau, c'est-à-dire lâcher les baskets de l'autre et descendre de ma tête vers mon cœur, puis vers mes tripes, mes entrailles, et puis vers mes jambes et mes bras pour reprendre des initiatives. La première étape d'apprentissage de ce processus émotionnel, c'est de regarder, d'être attentif à là où je dirige mon attention. Quand je suis blessé, mon réflexe est d'aller directement chez toi, chez celui qui me blesse, pour voir ce qui ne tourne pas rond chez lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Et d'habitude, c'est ce que nous allons nommer à travers un jugement, un reproche ou une exigence pour qu'il change. L'enjeu, c'est que quand le clignotant est sur mon propre tableau de bord, c'est-à-dire que j'ai une émotion qui clignote dans mon cœur, au lieu d'aller dans ma tête, mon attention sera de d'aller dans mes tripes, dans mes entrailles. C'est là que se trouvent mes trésors. Et ce sont des trésors parfumés quand j'ai appris à les connecter, à les honorer, à les écouter, à les prendre au sérieux. Plus je prends au sérieux mon besoin non satisfait, plus je vais pouvoir moi-même en prendre soin et du coup t'associer, toi, à la recherche de solutions qui respectent mon besoin. Mais l'enjeu, c'est que moi-même, j'en prends soin. Quand je dis tu n'écoutes pas, je te reproche de ne pas m'écouter. Quand je dis j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être compris, là, il y a vraiment quelque chose d'important pour moi. Est-ce que je pourrais, et là, je suis en train de faire une demande qui négocie, après mon besoin, je vais négocier, est-ce que je pourrais parler sans être interrompu pour pouvoir exprimer ce qui est si important pour moi? Première demande. Deuxième demande, est-ce que tu serais d'accord qu'après m'avoir écouté, tu redises dans tes propres mots ce que tu viens d'entendre, ce qui est une manière intelligente de vérifier que j'ai bien été compris. Donc, quand j'ai besoin d'être compris et que je connecte mon besoin de compréhension, je vais pouvoir développer des plans d'action qui me permettent de pouvoir en prendre soin. Maintenant, quand j'ai appris à faire ça avec moi, et quand l'autre m'envoie des tu qui tuent, des jugements et des reproches, tout l'enjeu est de ne pas prendre sur moi, de te laisser ton bout de la relation, de ne pas m'en mêler, et de découvrir que même si tu parles sur moi, en fait, ils sont en train de parler de toi. Et que donc, la bonne attitude est de pouvoir t'écouter avec empathie. Bien sûr, si je ne suis pas capable d'empathie à ce moment-là, je vais me protéger et à ce moment-là, c'est le premier outil que j'ai donné au tout début, qui est de reporter la discussion. Je vais pouvoir dire, oui, tout à fait, nous devons en parler. Je ne peux pas maintenant. Je ne suis pas disponible maintenant. J'ai besoin de calme, de recul. Et même si c'est l'autre qui est énervé, c'est vrai que c'est moi qui ai besoin de calme. C'est mon seuil de tolérance qui est atteint. Et troisième ingrédient de ce stop, après avoir dit oui, tout à fait, nous allons en parler, de je ne peux pas maintenant, le troisième ingrédient, c'est allons en parler dans notre temps de qualité. Et plus nous sommes fluides dans la communication vraie, moins nous ferons des stops, parce que plus nous serons capables de ne pas prendre sur nous ce que dit l'autre, sur nous l'écouterons quand il parle, dans ce qu'il dit de lui-même. Je voudrais terminer ces 45 minutes en vous parlant du trésor des trésors, qui est le dialogue intérieur. Une des approches pour moi les plus performantes, c'est l'IFS, Internal Family System, le système de famille intérieure. C'est de l'anglais parce que c'est Dick Schwartz. Dick Schwartz c'est un Américain, voilà. Notez que Rosenberg aussi, hein, en CNV. Enfin, voilà, on les remercie. Et donc, je ne sais pas jusqu'où vous êtes familier de cette approche, mais cette approche permet des transformations radicales. Ça peut être utilisé en coaching, je suis coach. Ça peut être utilisé en thérapie, je suis thérapeute. IFS, c'est l'individuel. IFIO, c'est le modèle de couple. Et donc, il y a plusieurs parts en nous. Par exemple, quand une part en moi est très en colère, si elle est très 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 en colère, j'aurai tendance à avoir l'impression elle me prend tout entier. C'est moi, tout entier. Si quelqu'un me dit, ben, c'est une part de toi qui est en colère, je vais répondre, non, non, pas du tout, je suis en colère. Alors qu'en fait, à bien regarder, c'est une part de moi qui est en colère. Je ne suis pas réduit à cette part en colère. Il y a une instance en moi, il y a un espace en moi, un lieu source en moi, euh, qui euh, peut entrer en contact avec la part en colère. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir
vivre ce petit mouvement intérieur à chaque fois que une part est dans une émotion forte ou même dans une douleur, dans une sensation physique très douloureuse. euh, il y a une instance en moi qui peut être dans l'accueil, qui peut être dans l'hospitalité, qui peut être dans le respect profond de ce que vit la part en difficulté, en souffrance. C'est vraiment un dialogue qui, pour moi, il y a un peu plus de 15 ans, a révolutionné ma vie. Avant, je connaissais la CNV, la communication non violente, et je faisais de l'auto-empathie. Moi, je vais avoir de l'empathie pour moi. Depuis que je connais l'IFS, c'est tout à fait autrement. Il y a un lieu source en moi. En fait, moi qui suis chrétien et catholique, je peux préciser, c'est vraiment là où je sens que Dieu est, habite. C'est là où l'étincelle de vie jaillit. C'est là où la source coule. Et la source est inépuisable et surabondante. L'amour avec un grand A, illimité, infini. Ce n'est pas une théorie pour moi, c'est pas une abstraction, c'est pas un concept abstrait que j'ai étudié en philosophie. Enfin, je l'ai fait en philosophie, puisque j'ai un master en philosophie. Mais ce n'est pas ça qui a transformé ma vie. Ce qui a transformé ma vie, c'est de découvrir qu'il y a un véritable chemin. Et l'IFS a ceci d'extraordinaire, qu'il nous propose que ce chemin spirituel commence par la boue de nos relations, par tous ces jugements, reproches, exigences, tous ces poisons, toutes ces étroitesses qu'on a quand on vit ensemble au quotidien. Et en fait, il s'agit que j'accueille la part de moi qui est frustrée, contrariée, en manque, déprimée, et ça se joue entre moi. Alors, qui est ce moi? Ce moi, c'est le self, dit-on en IFS. C'est cet espace intègre, intact, qui n'a pas été blessé par la vie. Il existe bel et bien en tout être humain. En tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas eu de contre-exemple. Même les personnes les plus dictatoriales, même les plus grands psychopathes, la vie leur est donnée. Et il y a un noyau en eux qui peut être fortement recouvert, certes, par beaucoup de blessures, par beaucoup de traumas, et du coup par beaucoup de parts qui font du mal, mais ce sont des parts protectrices. Les parts qui font du mal protègent des parts blessées et traumatisées. Et ce modèle nous permet d'accueillir les parts protectrices et ensuite les parts qu'on appelle exilées parce que les managers, c'est une famille de protecteurs, les managers contrôlent pour que ça ne se reproduise plus jamais, que le trauma ne se reproduise pas. Et donc les managers, eux, leur tactique de survie, leur manière de consolider la paix, la sécurité, l'ordre et la tranquillité, c'est d'exiler les parts dysfonctionnelles, les parts traumatisées, et ils les envoient en prison. Si on prend l'image d'un navire, les managers sont sur le pont du navire et dirigent les membres d'équipage qui sont capables de participer au bon fonctionnement de l'avancement du navire, et toutes les parts dysfonctionnelles, on les envoie, on les fait passer par la trappe sous le pont et on les enferme dans la cale du navire, tout au fond de la cale du navire. Elles sont en prison. En psychologie, on appelle ça refoulement dans l'inconscient. Et donc, nous n'avons pas accès à ces parts. Elles sont refoulées dans l'inconscient. Les managers nous coupent l'accès à ces parts. Maintenant, il n'y a pas que des managers. Eux, ils sont dans le contrôle. Par exemple, une femme qui fait tout pour ne pas retomber dans la boulimie. Un homme qui fait tout pour ne pas retomber dans une crise d'alcool. Ils font beaucoup d'efforts. C'est une part de la femme ou de l'homme, qui tient bon avec la force de la volonté. Et je ne vais certainement pas critiquer ces parts. Elles font du mieux qu'elles peuvent leur œuvre de protection. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas délivrer les parts dysfonctionnelles. C'est le capitaine du navire qui peut faire ça. Or, il y a des lieutenants qui sont convaincus que c'est eux les capitaines. L'intelligence et la volonté sont d'habitude les deux lieutenants du navire qui tiennent le gouvernail et qui sont convaincus que sans eux, le navire ne pourrait pas fonctionner. Et c'est vrai, l'intelligence et la volonté sont les deux gloires de l'être humain. On le chante dans la tradition catholique, Saint Thomas d'Aquin en a très très bien parlé. Et c'est très juste que l'intelligence et la gloire fait que l'intelligence et la volonté sont les deux grandes facultés qui font que nous ne sommes pas que des animaux. Nous sommes plus que des animaux. Et en même temps, pour le processus de guérison des parts vulnérables, fragiles qui ont été blessées,
l'intelligence et la volonté ne conviennent pas. Et donc, il s'agit de les rencontrer, qu'elles acceptent de se mettre de côté et qu'elles découvrent qu'il y a une instance dans la personne qui est capable d'accueillir avec compassion, avec confiance, avec amour, avec ouverture, les parts les plus fragiles. Et donc, quand une part protectrice prend beaucoup de place, on ne va pas lui dire mets-toi de côté parce que tu prends trop de place. On va faire comme une maman face à un enfant qui manque d'attention. Un enfant qui manque d'attention, il va prendre beaucoup de place. Il va faire beaucoup de bruit. Il va saboter. Il va se mettre au centre. Euh, il va tout faire pour attirer l'attention jusqu'à même faire des bêtises pour attirer une attention. Ça sera une attention négative, la punition, mais au moins on fera attention à lui. Tandis que si un enfant reçoit un regard d'amour qui lui permet d'être pleinement aimé, il va pouvoir se détendre, retourner jouer, ce qui est sa vocation. C'est la même chose à l'intérieur de nous tous, y compris avec nos parts les plus solides, les plus puissantes qui dirigent notre système. Il y a des parts que nous détestons, les Mr. Hyde. En fait, plus nos managers les contrôlent, plus elles se révèlent incontrôlables. Euh, c'est un cercle vicieux entre les managers et les pompiers. Ça va un peu vite pour expliquer les notions en détail, mais j'atterris en disant que le secret de cette démarche IFS, c'est de ne pas combattre une part, c'est de découvrir son intention positive. Et les parts peuvent changer profondément de comportement, de rôle, de stratégie, quand on les rencontre, en vérité qu'on les respecte. Ça, c'est tout l'art de l'IFS. Maintenant, je pourrais vous parler d'une toute autre démarche qui est plus spirituelle. Je dirais que l'IFS et la CNV, ce sont des démarches de caring. Ah, c'est encore de l'anglais. De prendre soin comme une maman qui entoure de ses soins et de son amour l'enfant. Les bras dans un axe horizontal. Il y a un autre trésor dans mes ressources, notamment l'intensif Qui suis-je, qui est une session qui permet de pouvoir muscler d'autres compétences que l'empathie, la compassion, le caring, le prendre soin. Euh, c'est la capacité de mettre toute notre attention sur qui nous sommes vraiment, avec l'intention d'en faire l'expérience directe. Je ne vais pas en parler davantage, mais c'est juste que cette démarche permet d'aller au cœur de notre cœur. C'est-à-dire d'aller rejoindre ce fameux espace, lieu, source que nous appelons l'âme dans la tradition philosophique et religieuse. Mais l'âme non pas dans un concept figé et abstrait, l'âme dans une dimension vivante, là même où Dieu habite. Et quand nous avons été à cet endroit-là de nous, de notre personne, il y a une source qui peut offrir tout ce dont nous avons besoin pour combler nos parts en manque. Il y a même bien plus que ce dont nos parts ont besoin. C'est une surabondance. Et donc, si je reprends maintenant et j'atterris ainsi, euh, il y a des démarches horizontales de prendre soin de nos parts en difficulté, douloureuse, et ça a aussi des conséquences pour notre santé. Quand on est capable d'écouter nos sensations physiques et notre corps et d'être en bon partenariat avec notre corps, je n'ai pas développé tout ce chapitre-là qui fait toute une étape dans le parcours. Donc il y a l'axe horizontal de prendre soin de chaque part en manque, et puis il y a l'axe vertical de celui qui va au cœur de son cœur, dans son sanctuaire, là où Dieu lui-même fait jaillir l'étincelle de vie et fait couler la source. Et quand on peut se tenir à la croisée de ces deux axes, l'axe horizontal du prendre soin et l'axe vertical euh, d'aller au cœur de notre cœur, eh bien là, notre navire est équilibré. Quand on va trop sur la gauche, quand on tangue à bâbord, on peut revenir au centre. Quand on tangue à tribord, on revient au centre. Et on a aussi un axe vertical. Il y a des gens qui sont très spirituels, mais qui sont finalement désincarnés. Leur mât est énorme, mais il n'est pas incarné. Il n'y a pas de qui. L'enjeu, c'est de pouvoir équilibrer ce navire pour que nous puissions être des êtres humains pleinement épanouis et au service. Et pour être au service des autres, il y a d'abord à apprendre ce cheminement avec soi-même. Merci pour votre attention.